On cherche à comprendre. Marie Agoyer sur RCF Anjou. C'est la suite de notre série d'émissions. Thème de la semaine, je le rappelle, les pesticides. Et nous abordons ce soir la question, la place et l'avenir du bio. Est-il la seule alternative, voire même le refuge ultime, porteur des espoirs d'une sorte de révolution agricole qui serait purifiée de ses excès? Pourtant, derrière ce modèle vertueux s'accumulent doutes, contraintes économiques et questionnements sur la viabilité aussi et surtout à grande échelle. Pour en parler, Christiane Lambert. Bonsoir Christiane. Bonsoir. Vous êtes ex-présidente de la FNSEA, le syndicat le plus important, un syndicat agricole de France, aussi ex-présidente du COPA, c'est toujours l'organisation qui représente les agriculteurs européens à Bruxelles. Vous élevez aussi des porcs dans le Haut-Anjou. Un autre agriculteur est avec nous. Bonsoir Benoît Oettinger. Bonsoir Marie. Vous êtes ingénieur agronome de formation, ancien chargé d'affaires en banque pour les grands comptes type coopératives agricoles et aussi pour les sociétés de la grande distribution. Aujourd'hui agriculteur en polyculture, polyélevage sur une centaine d'hectares dans les Mauges. La ferme des Blotières est en bio et va bien. Nous y reviendrons. Au cours de cette émission, nous entendrons également Guillaume Pivat. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Marie. Pour l'ESA, l'École supérieure d'agriculture d'Angers, vous êtes enseignant-chercheur en agronomie. Et puis on a des débatteurs. Maître Elzéar de Sabran. Bonsoir Maître. Bonsoir Marie. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Et Johan Glessner. Bonsoir Johan. Bonsoir. Directeur adjoint de l'École d'enseignement supérieur, l'IRCOM. Un journaliste maison est aussi avec nous. Bonsoir Bastien Lallier. Bonsoir Marie. Bastien, vous allez nous aider à cadrer le sujet. On va faire un petit état des lieux de la filière bio aujourd'hui en France. Je vais essayer de ne pas vous inonder de chiffres Marie, mais pour que vous compreniez bien, la surface agricole utile de la France, c'est-à-dire les terres cultivables, représente un peu moins de 27 millions d'hectares, grosso modo. C'est la moitié du territoire métropolitain qui est destiné à l'agriculture. 10% de cette surface agricole, Marie, est consacrée à la production bio, soit environ donc 2,7 millions d'hectares. Alors on peut penser que c'est assez peu, mais en réalité, c'est un volume qui a été multiplié par 9 en 25 ans et qui a enregistré une forte croissance, particulièrement entre 2015 et 2021. Une croissance soutenue à la fois par une consommation en plein boom durant cette période et puis par des aides à la conversion proposées par l'État. Et depuis, il semble que le marché tend à stagner, voire même reculer, Bastien. Oui, l'inflation, la crise du pouvoir d'achat ont quelque peu détourné les ménages des produits bio, jugés alors trop chers. La filière a eu beaucoup de mal à écouler ses produits dernièrement. Le marché s'est retrouvé saturé durant un moment. Je dis bien un moment parce que l'agence bio annonçait il y a quelques semaines seulement un léger rebond de la consommation en 2024. Le volume de surface agricole bio, lui, en revanche, continue de baisser. Malgré tout, on dénombre toujours aujourd'hui 60 000 fermes bio dans le pays, sauf que la dynamique s'est quelque peu inversée. Se convertir en bio apparaissait autrefois comme une opportunité d'augmenter sa rentabilité économique. Désormais, les agriculteurs tentés de s'y mettre sont freinés par l'insécurité financière et par le manque de débouchés. Ça paraît... Une sorte de paradoxe, on va bien sûr y revenir plus largement. Benoît Oettinger, vous partagez ces constats, vous qui êtes sur le terrain? Oui, on l'a vécu en direct, on va dire notamment en 2022. Je voulais venir sur un point, d'abord peut-être pour, je ne vais pas dire balayer, mais répondre d'emblée à un lieu commun qui viendrait à dire que en fait, le bio ne permettrait pas de nourrir tout le monde. On a eu l'opportunité, nous, sur notre ferme, de faire partie d'un programme de recherche. C'est le programme Live Beef Carbone, alors qui traitait d'un tout autre sujet que celui de ce soir, c'est les gaz à effet de serre en élevage, mais qui a permis de calculer le nombre de personnes qu'on pouvait nourrir sur notre ferme. Donc ça a été fait par des gens de la Chambre d'agriculture, avec plein d'abacs, plein de chiffres, plein de données. Et sur les 72 hectares que nous avions, en élevage herbagé, autonome, extensif, 15 km de haies, des mares de prairies, tout ce que vous voulez, nous pouvions nourrir 287 personnes. Alors, il faut aimer le régime 100% côte de bœuf, on est d'accord. C'est très théorique, mais ça veut dire que, si vous l'extrapolez à la surface agricole utile que vous avez évoquée tout à l'heure, ça veut dire qu'en France, nous pourrions, avec ces pratiques agricoles, ce modèle-là, nourrir 120 millions de personnes. Donc deux fois la population française. Ça veut dire que nous, Français, on peut déjà peut-être bien manger. Et avec tout ce qui reste, contribuer à la lutte contre la faim dans le monde et avoir une politique d'exportation qui soit relativement dynamique. C'est merveilleux. Ça signifie aussi peut-être qu'il faut préserver les terres à l'alimentation et non pas, je dirais, à les détourner, les dévoyer en y mettant des panneaux photovoltaïques ou en faisant pousser du maïs qui irait dans des méthaniseurs, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes donc l'exemple vivant d'une agriculture possible sans pesticides. Alors, pas exactement. Oui, alors...
Alors, je mettrais, je dirais, je généraliserais, si vous voulez, parce que vous parlez que de bio. Nous, ce qui nous anime sur notre ferme, c'est pas. Alors, on a ce label-là parce que c'est celui qui est le plus proche de ce que nous voulons mettre en œuvre, qui est, ce qui permet de valoriser notre action. Mais moi, je suis parti du principe où ce qui anime notre action, ce qui la nourrit, c'est de se dire que l'agriculture n'a pas été inventée dans les années 50. Et qu'en fait, il y avait plein de choses qui se faisaient avant. Les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, on les connaissait avant, et que nos prédécesseurs ont, au fil des siècles, et notamment à partir du 18e, au cours du 19e, mis en œuvre plein d'approches, de techniques, donc c'est de l'agronomie, c'est de la zootechnie, qui permettaient de répondre, au moins de répondre à 80, 90, 95% à ces problématiques. Ça veut dire que... aujourd'hui, si on respecte les bases de l'agronomie, de la zootechnie, on a des réponses aux problématiques d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, on a vu pas mal cet été de reportages sur des agriculteurs par rapport à la loi du plomb. En fait, il y a certains témoignages, moi, qui m'ont un peu frappé. Vous voyez, il y en a qui disaient, voilà, j'ai 50 hectares de noisetiers, donc j'ai besoin de la chimie. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les 50 hectares de noisetiers d'un seul tenant. Il y en a d'autres qui disaient, voilà, je produis la pomme de terre. En fait, ça fait 60 ans que tous les 2 ans, je mets de la patate sur mes parcelles. Alors, je ne sais pas, mais ce type de pratique, il y a un prof de l'ESA qui est à côté, mais me semble, moi, être, complètement contre nature par rapport à certaines bases de l'agronomie, je dirais, les plus simples. Vous défendez une agriculture de bon sens. Voilà, moi je parle de bon sens, c'est-à-dire que, la chimie, je ne vais pas dire pourquoi pas, on se soigne bien, moi je vais bien chez le docteur et puis je prends des médicaments, mais avant d'arriver à ces recours-là, qui pour moi seraient les recours ultimes, peut-être devrions-nous revenir sur le respect des bases fondamentales de l'agronomie, faire de la vraie agriculture. Avant d'entendre Christiane Lambert, qui aura certainement des choses à répondre là-dessus, peut-être Guillaume Piva, un mot sur ce que vient de dire Benoît Hitzinger, sur justement, en tant qu'ingénieur agronome également, sur les lois de la nature, sur est-ce qu'on ne s'est pas trompé de modèle en fait? C'était mieux avant. Mieux avant. Enfin, on a quand même fait des progrès aussi d'un point de vue de l'agronomie quand même assez récemment. Mais ce que j'apprécie en fait dans le terme qui a été utilisé, c'est l'agriculture de bon sens. Et ça, j'adore le terme, je le prends, si vous permettez la petite expression, dans le sens où en fait, dans ce débat, agriculture bio, illusion, etc., enfin, c'est surtout, nous, en tant qu'agronomes, on raisonne en fait à la pratique, à la diversité des pratiques. Et donc, si on retrouve, comme le disait monsieur, des aspects de diversification, des aspects de travail du sol, de prendre en considération les caractéristiques de son territoire, ce que dit plus ou moins l'agroécologie, c'est s'adapter à un agriculteur en fonction de son territoire, etc., de diversifier les pratiques, effectivement éviter qu'une pomme de terre revienne tous les 2 ans ou d'avoir des noisetiers qui font 50 hectares d'un seul tenant. Forcément, on risque de concentrer la problématique des ravageurs. Donc là, je suis complètement en accord en fait avec ce que dit monsieur. En général, oui, Christiane Lambert, on dit qu'on a du bon sens paysan chez les agriculteurs. Est-ce qu'on ne l'a pas un peu perdu au vu de ce qu'on entend à l'instant? Il y a toujours du bon sens paysan, mais il y a différents degrés. Enfin, vous avez fait le calcul chez vous. Est-ce que c'est du bon sens d'avoir 50 hectares de noisetiers d'un seul tenant? Alors, ça dépend. S'il est entouré de haies et qu'il a entretenu ses bocagères autour, il peut y avoir de la microfaune et de la microflore propice, justement, à héberger les insectes qui vont permettre de... Et après, il faut regarder aussi les territoires tels qu'ils sont. On est en Anjou, on est dans le bocage. Là, vous parlez de quelqu'un qui est certainement en Lot-et-Garonne ou en Dordogne. On peut parler de quelqu'un qui est dans la Beauce. La France a une telle diversité de terroirs et de territoires. Alors, vous dites que vous nourrissez, je ne sais plus combien de personnes. 280 voilà. 287, je crois. Bon, alors, nous, à 4 sur 100 hectares, on nourrit 6800 personnes. Et on n'utilise pas d'engrais puisqu'on utilise les lisiers et les fumiers de nos porcs. Donc ça, c'est l'avantage de la polyculture élevage. On utilise des trichogrammes. Donc on a réduit de 70% le recours aux produits phytosanitaires. On a replanté des haies énormément. Et donc on est certifié haute valeur environnementale, même si je sais que TERSA trouve que c'est pas assez. Notre exploitation est certifiée depuis 14 ans maintenant. Donc on a commencé il y a déjà longtemps.
Et j'étais présidente du Forum de l'agriculture raisonnée entre 1999 et 2004. On a essaimé. Il s'est passé des choses. Alors, c'est normal qu'on veuille que ça aille plus vite. Mais la réalité, quand même, c'est que cette prise de conscience, elle est là. Il faut le faire, peut-être le faire plus vite, accélérer. Il y a aussi des outils économiques qui parfois répondent pas. On a la chance d'être dans un territoire où il y a des coopératives qui jouent la carte, justement, de l'agriculture écologiquement intensive ou de l'agro. Pas le cas dans toute la France. Donc, je pense aussi que cet écosystème-là, il faut l'entretenir. Johan Glessner. Moi, j'avais plutôt une question à poser à ceux qui sont autour de cette table, parce que, de fait, on entend beaucoup dire qu'aujourd'hui, peut-être le bio perd un peu de vitesse, etc. On entend aussi beaucoup d'agriculteurs qui étaient en bio et qui disent, mais en fait, c'est tellement contraignant, ce label bio, ce cahier des charges, que finalement, en fait, on fait du bio, mais on le dit pas parce que ça coûte cher, c'est des contraintes, etc. Et en fait, on le subit, on a beaucoup de bureaucratisme dessus, et finalement, laissez-nous tranquilles, on fait bien notre boulot, le bon sens peut-être, sans avoir besoin de forcément poser un label. Donc je sais pas, je me permets de vous poser la question, et je dis aussi à l'antenne que je suis client de la ferme des Blottières avec de l'excellente viande, il faut y aller. Oui. Merci beaucoup. Benoît Ettinger. Non, alors c'est vrai que c'est des contraintes, le bio. Moi, je vous disais, alors on le dit plus forcément trop qu'on est en bio, parce que on va dire le marché partit plus sur le local. Je voulais juste dire aujourd'hui, quand on parle de comparer entre guillemets les pratiques ou ce qui se produit. Alors j'ai aussi une casquette un peu militaire, mais il y a être et durer, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pratiques ou des volumes de production qui sont tels qu'ils sont aujourd'hui grâce à la chimie, mais dans la durée, par rapport à la dégradation des sols, par rapport à plein de choses, est-ce qu'on pourra le tenir? Et moi je suis de ceux qui disent, comme la chanson, qu'aujourd'hui les champs sont moins riches et sont moins beaux qu'autrefois. Aujourd'hui, clairement, on peut faire les essais. Hein. La terre, elle ne ment pas. C'est-à-dire que vous prenez 10 hectares dans la Beauce, vous essayez de les conduire comme ce qui se faisait il y a 50 ans, et bien vous vous rendrez compte que les rendements sont, donc sans chimie, c'est rien du tout, les rendements sont bien inférieurs. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dégradé, je dirais, ce qui fait exactement, ce qui a fait notre outil de travail. C'est pas tout à fait nouveau. Émile Zola écrivait un livre qui s'appelait La Terre à la fin du 19e siècle, qui parlait de la Beauce, et il montrait déjà que les terres étaient dégradées, etc., et qu'on produisait beaucoup moins que dans d'autres régions. Enfin, je sais pas. Oui, Christiane Lambert. Je crois que ce qu'il faut dire aussi, peut-être, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'être en agriculture biologique quand on n'a pas d'animaux. L'avantage, le meilleur modèle, c'est la ferme de polyculture élevage en agriculture biologique. En agriculture biologique, polyculture, vous avez la fertilisation. Oui, mais il n'y a pas que l'Anjou. Ouais. La France est la France. Et les contraintes climatiques. Et que les sols s'appauvrissent quand ils n'ont pas été enrichis en humus régulièrement. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est le drame aussi de la disparition de l'élevage. L'élevage recule. L'élevage français, les bovins reculent. On a perdu 1 million de vaches laitières et de vaches allaitantes en l'espace de 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de rentabilité, du travail tous les jours, et pas de rentabilité. Donc les gens ont arrêté. Là, en ce moment, il y a plein de mouvements de harcèlement contre l'élevage. On importe des œufs ukrainiens. Personne ne veut un poulailler pour faire des œufs à côté de chez soi. On importe du cochon, on importe de la volaille. 80% de la volaille dans les cantines de nos enfants et des hôpitaux, etc., est importée. Vous voulez construire un poulailler, vous avez toute l'opposition locale qui vous tombe dessus. C'est quand même invraisemblable. L'élevage est une pépite. Il faut qu'on arrive absolument à retrouver de l'élevage. La ministre lance un chantier souveraineté alimentaire avec un chapitre élevage. C'est extrêmement important. Mais quel poulailler ? Parce que si c'est des poulaillers qui sont avec des milliers de bêtes ou de têtes, on n'a pas envie forcément d'avoir des bêtes chez soi. Allez voir en Espagne, il y a un poulailler de 200 000 poules qui est en train de se faire, aucune opposition, et je vous mets mon billet. C'est pas pour ça que c'est bien, mais les œufs rentreront en France et vous les mangerez. Les œufs rentreront. Donc il ne faut pas faire 200 000. Dans le circuit agroalimentaire. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas ce que vous voulez, mais c'est ce que vous mangez. Guillaume Privat. Oui, effectivement, un système bio fonctionne très bien lorsqu'il est en polyculture élevage, puisqu'on est dans le rebouclage des cycles, c'est-à-dire qu'on peut revaloriser l'azote, le phosphore, le potassium, etc. On est sur forcément une diversification des cultures, notamment quand on est sur les élevages où on a une autonomie alimentaire du système avec de la luzerne, etc. Donc on est forcément là sur une agriculture, une pratique en fait qui permet d'éviter, de minimiser en tout cas les risques phytosanitaires. Et je reviens sur la problématique de la spécialisation des territoires, effectivement la disparition de l'élevage sur certains territoires, mais ça c'est pas si vieux que ça. Ça date des années 50 et c'est un gros problème. Benoît et Elzer après. Je peux donner des dates et des raisons si vous voulez. J'ai entendu des mots qui m'interpellent et je pense qu'on a mis le doigt là, Madame Lambert a mis le doigt sur
le cœur du sujet. On a parlé de souveraineté. En fait, si vous voulez, le modèle agricole polyculture, polyélevage, c'était le modèle qui était ultra répandu. C'est le modèle agricole français, je dirais, familial, qui était présent partout en France jusque dans les années 50. En fait, l'origine de ce problème-là, on va le nommer, je vais le nommer, c'est les accords du GATT, 48. Les accords du GATT qui ont acté, je dirais, l'ultra-libéralisation des échanges agricoles. Avant cela, ce qu'il faut savoir, c'est que les accords internationaux traitaient de façon spécifique tout ce qui était lié à l'agriculture et à l'alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'on savait qu'on ne faisait pas du blé pareil sur le plateau des 1000 vaches qu'en Alabama, qu'on ne mangeait pas la même chose en Norvège qu'en Colombie, et qu'une usine, vous pouvez la déplacer, mais pas un hectare de terre agricole. Il est là où il est, puis il faut faire avec. Et en fait, il y a eu, vous voyez, c'est en 46-47, c'était les accords de la Havane qui devaient être signés, et que la majorité démocrate, d'ailleurs, américaine, a refusé de signer, voulant plus de libéralisation. Ces accords, qui ne sont pas si vieux que ça, ces projets d'accords, disaient quoi ? Disaient, bon, écoutez, au niveau agricole et alimentation, chaque pays va manger ce qu'il produit, va produire ce qu'il mange, et s'il y a du plus, s'il y a du moins, on échangera. En fait, c'est le circuit court mode pays. C'est juste du bon sens. Ça paraît logique, et donc, on est parti de ça. On a au contraire voulu une ultra-libéralisation qui a donné la part belle, je dirais, à peut-être des puissances, alors, je vais peut-être dire des gros mots, mais à l'agro-industrie, etc., au fait qu'on a abandonné peut-être, on a abandonné sa souveraineté, des accords commerciaux qui sont partis dans tous les sens, de libéralisation, etc., etc. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de pesticides, on parle de souveraineté, et moi je pense que ce problème de pesticides, vous ne pourrez le résoudre que si à un moment donné, vous allez jusqu'au fond des problèmes, jusqu'au bout de la réflexion. Et vous l'avez abordé en parlant de souveraineté. Si demain, alors je vais dire des gros mots, je suis désolé, c'est de la politique fiction, mais demain, vous avez un dirigeant français qui dit, écoutez, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de mon pays, l'intérêt des Français, l'intérêt de mes agriculteurs. Je vais faire en sorte de revenir sur les bases du bon sens, c'est mangeons français, mangeons ce que nous produisons en France, et surtout, messieurs les agriculteurs, produisez ce qu'il faut pour nous nourrir. Et on fera rentrer ce qu'on décide avec les normes que nous voulons. Alors ça veut dire, je suis d'accord peut-être de remettre en cause un certain nombre de choses, c'est la politique fiction, ça demande peut-être du temps, mais une fois que vous aurez posé ces questions-là, que vous aurez posé ça, ça veut dire que le problème de l'acétamitride, en fait, il se réglera tout seul. Quelle est votre analyse, Eliezer de Sabran ? J'ai évoqué cette question lors de notre discussion d'hier sur la problématique de l'articulation entre les problématiques alimentaires et le libre-échange. Effectivement, le problème est là. Alors, la politique fiction, c'est un peu compliqué d'en sortir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut sortir de tous les schémas d'architecture de traités bilatéraux et multilatéraux de libre-échange. Moi, je plaide pour ça depuis toujours. J'ai fait ma thèse, en réalité, consacrée au rapport entre le libre-échange et la protection de l'environnement. Mais c'est le problème qui sont intimement liés, et les problèmes agricoles ne sont absolument pas étrangers, ils sont partie de ça. Effectivement, il faut sortir de l'Union européenne aussi, on signale, parce que la chose qui garantit ce système de libre-échange forcené, c'est l'Union européenne aujourd'hui, qui ne prévoit pas d'exception à tout ça. Je veux dire, l'articulation des traités, pour ça, est absolument... c'est radical. Tout est basé sur une idée qui est la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Toute cette raison est basée sur une démonstration qui remonte au début du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on a toujours intérêt à échanger dans la production dans laquelle on est le plus relativement avantagé. Pas de manière absolue, relativement avantagé. Même si on est avantagé de manière absolue dans les deux productions, il faut se mettre dans celle dans laquelle on est la plus hyper spécialisée. Et ça a eu des conséquences effectivement de cette logique économique, a eu des conséquences sur la production agricole, parce que la logique, quand vous voulez commencer à survivre dans un système libre-échangiste, il faut effectivement vous hyper spécialiser. Ça veut dire qu'il faut faire plus que du blé dans la Beauce, ça veut dire qu'il faut faire plus que de la vigne dans le sud, ça veut dire qu'il faut faire plus que de la pomme de terre dans la plaine des Flandres. J'y peux rien. Et en même temps, est-ce que c'est pas logique ? Mais non, c'est pas logique, parce que ça n'a jamais fonctionné comme ça. On apprenait à l'école, quand j'étais petit, l'assolement triennal, les problématiques au Moyen-Âge. On arrête. Mais aujourd'hui, on est revenu rajouter une contrainte économique qui n'est pas négligeable sur des problématiques de fond. Et effectivement, là où ça devient compliqué, c'est quand ça remet en cause, y compris nos rendements agricoles aujourd'hui qui se dégradent, et ça commence à se sentir, et qui commence à avoir des problèmes sur la santé publique. Vous ne réglez pas, une fois de plus, la question de la santé publique
public et les problématiques d'utilisation de produits si vous ne réfléchissez pas à une sortie sérieuse. Alors effectivement, je ne dis pas d'un protectionnisme absolu, mais il y a des systèmes très intelligents comme en Suisse où ils ont un protectionnisme fonctionnel, c'est-à-dire que pendant l'été, quand on fait des tomates en Suisse, on achète des tomates en Suisse. Voilà. Mais on pourrait faire l'équivalent. Mais il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir des traités de libre-échange. C'est un courage politique. Ah ben, il faut être courageux, oui. Oui. Alors, Christiane Lambert. Votre politique fiction, elle ne concernait que l'agriculture. La France et l'Europe importent des ressources fossiles, entre autres, et un certain nombre d'autres produits. Donc, pour commercer, il faut échanger. Et donc, on vend un certain nombre de nos avions, de nos voitures, de nos cognacs, etc. Et en contrepartie, on importe ce que les autres pays savent faire. Et ce qu'ils savent le mieux faire, c'est de l'agriculture à pas cher. L'agriculture à pas cher parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles de production. Alors, avait été inventé un arbitre du commerce international qui s'appelait l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Oui. Qui est en mort cérébrale, parce que les États-Unis l'ont tué. Renouvelle pas les juges de l'organe de règlement des différends. Ouais, oui. C'est pour ça. En fait, c'est bloqué pour une raison, c'est qu'il y avait un statut de renouvellement des juges et les États-Unis le bloquent. Oui, donc l'organe de règlement des différends et l'organe d'appel ne fonctionnent plus. Donc en fait, l'OMC ne fonctionne plus en pratique, si ce n'est pour permettre des mesures de rétorsion entre pays. Pardon, merci. C'est un peu marre. Okay. Non, merci maître pour la précision. Ce qu'on voit aujourd'hui avec notamment les accords bilatéraux et exacerbés par l'arrivée de Donald Trump qui va taxer à 15-30%, etc., c'est que c'est de pays à pays et c'est un rapport de force considérable. Mais regardez aujourd'hui qui fait les frais des frasques de Donald Trump. Qui est autour de Xi Jinping aujourd'hui? Poutine, Modi, c'est-à-dire l'Inde, la Nord-Corée, la Turquie, etc., qui font un bloc. Vers qui vont-ils exporter s'ils exportent moins aux USA? Vers l'Europe. Et donc, on ne peut pas s'extraire de cette géopolitique contre laquelle, alors, ni vous ni moi n'avons pouvoir, hein, ni des affaires étrangères peut-être et encore, la Commission européenne parfois, la ministre des Affaires européennes peut-être aussi, bref. Et l'agriculture, elle est soumise à tout ça. Et on ne peut pas s'en extraire. L'agriculteur, il ne fait pas le choix comme ça de dire, moi, je vais faire que des patates. Il a quand même aussi une question de rentabilité. Il y a que Sandrine Rousseau qui dit, la rentabilité, on n'en a rien à péter, quoi. Nous, c'est la clé aussi de la pérennité des exploitations. Il y a un point sur lequel, juste une seconde, c'est qu'il y a eu un choix dans les accords, dans les accords de libre-échange qui a été de dégrader, en fait, de pénaliser l'agriculteur français pour favoriser l'industriel allemand. Voilà. Alors, parce que le délire, c'est de considérer que la France et l'Allemagne sont communicantes sur le plan économique. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a favorisé des industries à forte valeur ajoutée en Allemagne au détriment de l'agriculture, qui est un secteur à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire à faible rentabilité interne. Voilà, c'est tout. C'est que simplement, on a sacrifié les agriculteurs français pour faire plaisir aux Allemands, qui savent très bien ce qu'ils font, eux. Allez, voilà. Voilà. Yoann, vous vouliez réagir et puis après on va... Oui, je voulais dire une petite chose, parce que je reviens à des questions qu'on a abordées tout à l'heure sur la question du polyélevage, polyculture, etc. Super. Donc par rapport à la question du bio, qui est dans lequel c'est un modèle un peu plus naturel peut-être que quand on est en intensif. Il faut savoir que l'agriculture a des externalités et c'est très important d'avoir en tête qu'il y a des externalités qui sont dites positives et d'autres qui sont dites négatives. Ça veut dire quoi? Alors une externalité, c'est ce que vous produisez au-delà de l'aspect purement économique. Par exemple, c'est le gras. Oui, mais par exemple, vous produisez des externalités positives quand vous créez des paysages, par exemple. Vous voyez le paysage bocager du Maine-et-Loire ou de la Normandie du Sud, de la Basse-Normandie, pardon, tout le monde trouve ça formidable, c'est joli, ça crée quelque chose, ça crée une ambiance, etc. Et c'est sûr que si vous mettez un modèle agricole intensif où vous avez, vous cassez toutes les, ça etc. Appauvrit aussi, ça appauvrit aussi, et ça on l'a vu en Haute-Normandie, etc. Donc on voit bien, on bosse ou dans des coins comme ça. Donc il faut aussi avoir en tête d'aller un peu au-delà de simplement cette rentabilité financière. Je veux dire, même pour la satisfaction et notre propre bien-être dans notre pays, quoi, si vous voulez. Et donc, il faut être hyper attentif. Mais non, mais sérieusement, regardez, tout le monde adore aller à la campagne en disant c'est calme, c'est machin, etc. Ah bah non, zut, il y a des gros tracteurs qui passent, etc. Bah, c'est sûr qu'on met pas des gros tracteurs qui font beaucoup de bruit, des moissonneuses, quand vous avez des plus petits espaces, etc. Donc, vous voyez, il faut... Et ça, c'est un vrai choix politique et un vrai choix sociétal. Est-ce que vraiment aujourd'hui on est capable de comprendre ça? Je ne sais pas. Comment dire, le président de l'association Marron des Mauges, Marron de Vendée que je suis peut vous dire que ce paysage bocager peut être source de très grande richesse si on fait attention de bien le travailler et de le rendre entre guillemets productif dans tous les sens du terme. Je voulais juste dire ou démontrer ou parler de ce que peut du modèle que peut représenter le modèle biologique sur
au niveau... Une grande échelle, une plus grande échelle non, peut-être. mais vous voyez, par exemple, on parle d'autonomie, et ça c'est important. Vous voyez, nous sur notre ferme, on produit les céréales pour nos vaches, mais aussi nos légumineuses, notre févrole, nos pois. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'importer de soja qui vient du Mexique ou de ce que vous voulez. En fait, je produis ça sur ma ferme. Je vais faire moins de blé, mais je vais faire aussi en contrepartie, je l'ai fait avec, parce que comme ça, les cultures sont mélangées, elles sont moins sujettes à toutes les maladies. Je travaille sur l'autonomie protéique. On est riche de ce qu'on gagne, mais on est riche aussi et surtout de ce qu'on ne dépense pas. Le côté illogique, c'est les 3 ou 4 millions de tonnes de soja qu'on importe chez nous en France, alors qu'on pourrait produire ce qu'il faut au niveau protéique en faisant un peu moins de blé en France. Le modèle prôné par Benoît Oettinger, quand on l'écoute, il a l'air de fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas plus les agriculteurs à aller en ce sens, Christiane Albert ? Non seulement ils sont encouragés, mais ils sont entre guillemets contraints par la politique agricole commune. Vous l'avez peut-être pas suivi, mais depuis 2000, si, ils ont plus d'aides, parce qu'ils ont les aides à l'hectare, ils ont en plus les aides à la conversion bio et les aides au maintien de l'agriculture biologique. Depuis 2004, il existe la conditionnalité des aides PAC. Vous devez respecter 21 directives et règlements pour avoir vos aides. 2014 a été ajouté le verdissement, des mesures obligatoires. 2020 a été ajouté les éco-régimes, c'est-à-dire qu'on vous retire 25% de vos soutiens. Et pour toucher ces 25%, vous devez montrer patte verte et engager des actions positives pour l'environnement. Donc, comme tout le monde ne peut pas le faire naturellement ou gentiment, comme vous le dites, et qu'il y a des gens qu'il faut convaincre par l'incitation, la PAC, elle contraint. Et aujourd'hui, si on vous retirez 25% de votre salaire en disant « tu viens au boulot en vélo, même si tu habites à 50 km », ça serait peut-être un petit peu compliqué. Eh bien, c'est la réalité de la politique agricole commune aujourd'hui. Ouais. Il y a quand même une réalité à deux vitesses aussi, dans ce que vous dites. Non, tous les agriculteurs qui ont des aides doivent respecter ce 25% éco-régime, ça s'appelle. Alors en France, on a différentes façons pour pouvoir le satisfaire, mais on a quand même des agriculteurs qui n'ont pas touché la totalité de leurs aides parce qu'ils n'ont pas fait les efforts verts. Guillaume Piva. Ouais, c'était juste voir quelques éléments aussi sur l'agriculture bio par rapport aux autres formes d'agriculture. En fait, il faut savoir que c'est très protéiforme aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un agriculteur bio qui, dans ses pratiques, se rapprochera plus de quelqu'un de conventionnel, entre guillemets, classique, et puis des conventionnels qui sont dans des formes d'agriculture dites régénérative ou agriculture de conservation des sols qui se rapprochera plus d'un bio. Donc c'est toujours pour moi un peu difficile finalement des fois d'opposer en fait des formes d'agriculture entre le bio, le conventionnel, etc. Parce qu'en fait un agriculteur est ce qu'il est avec ses propres pratiques, c'est très protéiforme et chacun a ses propres pratiques, quoi. Dernière question, Bastien. Oui, les alternatives aux pesticides, elles sont... Enfin, c'est un modèle hybride, on peut faire plein de choses. Vous parliez tout à l'heure de la rotation des cultures, mais c'est des questions de bon sens, après qu'on travaille, qu'on affine un petit peu plus, mais effectivement, un des leviers qui est majeur, mais qui nécessite aussi de transformer notre façon de consommer, de transformer notre façon de transformer les produits directement, c'est une diversité. En fait, la diversification nécessite aussi qu'on consomme ce qu'on produit. Donc, si on va demander à un agriculteur, tu vas sortir de ton système colza, blé, orge, il faut peut-être des légumineuses, c'est très bien. Dans certains territoires, ça va très bien fonctionner parce que les acteurs du territoire vont s'y mettre, etc. Et ça permet de diversifier un maximum. Mais ça, c'est typiquement une pratique, en fait, un système qui permet finalement de réduire considérablement la consommation de produits phytosanitaires. Et puis, il y a l'agromachinisme, il ne faut pas l'oublier. Ouais. L'innovation en agromachinisme, lorsqu'on veut faire de l'agroécologie, on veut semer deux espèces en même temps, c'est génial. J'ai un super exemple aussi là-dessus, où il y a des pratiques aussi super simples, mais qui prennent beaucoup moins parce que la filière agroalimentaire, finalement, ça fait pas marcher le business. Il faut que le consommateur y suive aussi. Des process de transformation. Rien qu'on mélange deux variétés de blé ensemble, par exemple, c'est pas très compliqué pour un agriculteur. On mélange en fait deux variétés parce finalement, elles peuvent se compenser l'une l'autre. Mais les moulins, les grands moulins n'en veulent pas parce qu'on ne produit pas un process, quoi. C'est bien dommage. C'est à l'échelle globale qu'il faut transformer le truc. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci aussi à nos auditeurs. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour poursuivre cette réflexion autour des pesticides, des solutions. Alors là, on va aborder demain une question qui vous concerne, qui nous concerne. Et oui, les consommateurs dans tout ça. Quelles sont leurs attentes, leurs moyens? Il y a aussi une réalité. Ça se passe donc demain à partir de 18h30 sur RCF Anjou. Et puis d'ici là, on vous attend sur les réseaux. Posez vos questions.